Oui, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, merci de tous vos soutiens. Alors, je vais faire deux thèmes aujourd'hui assez courts. Je vais répondre suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur l'installation des jeunes et je vais répondre aux nombreuses questions que j'ai reçues suite à une vidéo que j'ai faite il y a plus longtemps et des interventions, des débats que j'ai faits avec des journalistes concernant la marque C'est qui le patron et toutes les marques qui sont mises en avant comme ça. Je prends ces deux thèmes-là et vous allez voir les deux, quelque part, sont liés. Donc je démarre par l'installation des jeunes dans mon département à Donner, dans le Maine-et-Loire. D'accord. Donc, manifestation samedi à Angers où j'étais présent. Je remercie tous les gens qui ont eu le courage d'organiser ça, principalement bien sûr la Confédération paysanne et d'autres, il y avait des non-syndiqués, tous les gens étaient là, présents. Il y a des gens qui auraient, à mon avis, de syndicats qui étaient absents, qui auraient dû être présents, parce qu'ils partagent totalement ces opinions-là. Et c'est dommage qu'il n'ait pas eu le courage de venir. Je pense à des gens de mon département qui ont des responsabilités syndicales et qui n'étaient pas présents et qui pourtant sont pour la défense de l'installation des jeunes. Alors, que faut-il préciser, rajouter? Il faut préciser que le montant de la reprise, et c'est normal, l'exploitant y vend, c'est son choix, le montant de la reprise, il est donné, moi des informations que j'ai, que ça soit les jeunes ou le projet d'agrandissement, ou, j'ai vu dans les commentaires, ceux qui s'agrandissent disent oui mais nous aussi on installe des jeunes, d'accord, très bien, sauf que c'est pas du tout, c'est des installations accompagnées d'agrandissement, alors que là, les jeunes, qui étaient 4, ils sont 3 maintenant, c'est bien que des jeunes. Premier point. Deuxièmement, le cédant, contrairement à tout ce qui est raconté dans tous les sens, que les gens parlent de la SAFER, de la CDOA, de la DDT, du syndicat, le premier qui a la main sur la transmission d'une exploitation, c'est l'exploitant en place. C'est lui qui a toutes les cartes. Avant de commencer à jouer à la belote, il a tous les atouts dans son jeu. C'est lui qui est en place et lui seul. Même s'il n'est pas propriétaire. Ça, c'est le premier point. C'est lui qui va orienter, de par ses choix, qui vont être bons ou mauvais, la suite des événements. Et s'il a des emmerdements, parfois, pas toujours, ça vient de lui, par les décisions qu'il a prises. Parce qu'il est en place, il a des propriétaires qu'il connaît souvent depuis plusieurs dizaines d'années, voire plus que ça. Hein, moi, les beaux que j'ai chez moi, ils ont 71 ans, pour la plupart. 71 ans qu'on travaille avec les mêmes propriétaires. Voilà de quoi on parle. Et je ne suis pas un cas isolé. D'accord ? Donc, l'exploitant, il est très rare, ça peut arriver, que des exploitants soient fâchés avec leurs propriétaires. Alors là, c'est une autre paire de manches. Quand on arrive à la retraite ou qu'on veut arrêter, le propriétaire ne va pas suivre l'exploitant. Donc, il est libre, très important ça, de louer les terres à qui il veut, le propriétaire. Même s'il y a un refus de la DDT. Un propriétaire qui ne veut pas céder et qui veut louer ses terres à quelqu'un, la DDT, la CDOA, la FNSEA, qui va mettre des barres dans les roues, ne peut rien contre un propriétaire, parce que le propriétaire, s'il ne signe pas de bail, l'exploitant ne rentrera jamais dans les terres. Ils peuvent refuser l'autorisation d'exploiter, ça peut rester des années comme ça, vacant, il n'y aura pas la PAC, c'est un bras de fer, mais contre un propriétaire, vous ne pouvez rien faire. Ça, faut bien être conscient de ça, et c'est normal, c'est le droit de propriété. Donc, premièrement, respect des propriétaires. Là, dans le cas présent, les propriétaires, puisque lui, il a décidé de passer par la SAFER, les propriétaires suivent le projet. Sauf qu'au contraire, faut me le dire, mais c'est qu'on m'a mal expliqué. Bon. Le cédant, quand il a décidé de vendre et de passer par la SAFER, il a fait un choix. Il a été voir ses voisins, il a décidé de démembrer l'exploitation, parce que quand le cédant prend l'option
d'aller à l'agrandissement chez les voisins, c'est lui qui a pris l'option de le faire. Ça peut être l'installation d'un jeune, mais ça peut être le souhait du cédant de ne pas installer d'un jeune. Chaque décision se respecte. Mais à partir du moment où il a été voir les voisins, il partait dans un démembrement d'exploitation. Un point important, ça. Il y a des gens qui ont passé des générations avec des remembrements pour regrouper les exploitations. Quand on veut, à la retraite, les diviser, il faut se poser la question si c'est le bon choix. Des fois, il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de repreneur. Quand il n'y a pas de repreneur, c'est autre chose. Ça va à l'agrandissement aux voisins. Je dis bien quand il n'y a pas de repreneur. D'accord ? Mais c'est bien le cédant qui a les cartes en main. Parce que dans la plupart des cas, les propriétaires suivent le cédant. Que ça soit à la location ou à la vente. Et soyons bien précis, on ne peut rien faire sans la signature du propriétaire. Donc les gens qui disent on n'est pas libre de notaire, certes, la FNSEA, via la SAFER ou via les fameux CDOA, commission structure, peut mettre un avis défavorable pour la reprise de terre, mais si un propriétaire ne veut pas faire de bail, c'est pas l'administration qui aura le dernier mot. Vous rentrerez jamais dans les terres. Et le propriétaire peut les mettre à disposition, peut les faire faire par un entrepreneur, etc., etc. Le propriétaire reste le propriétaire. Ça, faut bien le préciser. Là, dans le cas présent, les jeunes, c'est priorité à l'installation des jeunes. Ça, c'est pas une nouveauté. Il y a longtemps qu'on le sait. À partir du moment où la ferme elle est démembrée et qu'il y a agrandissement, même si les autres installent aussi des jeunes en même temps, il y a quand même démembrement et agrandissement. Alors que là, les jeunes reprenaient l'intégralité de l'exploitation en installation. Donc, est-ce que c'est un système parfait ? Non. La SAFER. Est-ce que c'est le pire des systèmes ? Je ne suis pas sûr. C'est l'application qu'on en fait. Quand c'est la politique des petits copains, forcément, ça ne marche pas. En Allemagne ou en Suisse, la question ne se pose pas, il n'y a pas la SAFER. C'est le droit d'aînesse. C'est l'aîné qui hérite de l'exploitation. C'est lui qui en hérite au détriment des autres, des frères et sœurs. Si c'est pas lui, c'est le deuxième, le troisième ou le quatrième. Et si ça part à la vente, c'est entre guillemets au plus fort la poche. Là, avec les SAFER, il y a des droits de préemption qui parfois ont bien fonctionné avec révision de prix. Donc, ensuite, dans les arguments des gens qui sont contre les jeunes, ils disent, nous, on s'inscrit aussi dans un projet d'installation parce qu'il y a quelques installations et on renforce les exploitations existantes. On consolide les exploitations existantes. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Conforter les exploitations existantes, c'est de la responsabilité de la FNSEA qui est en cogestion avec tous les ministres de l'Agriculture depuis l'après-guerre et qu'à la Commission européenne, au COPA-COGECA, qui oriente le modèle agricole depuis plusieurs décennies, qu'a même eu des responsables FNSEA, ministres de l'Agriculture. Donc, conforter les exploitations, si on les conforte, ça veut dire qu'ils ont un problème de revenus. Si on a un problème de revenus, c'est que la politique agricole commune, elle n'est pas en adéquation avec les attentes sociétales des futurs jeunes agriculteurs installés et des gens en place qui sont complètement déconnectés des réalités économiques par rapport au salaire médian et au salaire moyen des Français. En complète déconnexion. Et cette déconnexion, elle vient de l'absence de trajectoire politique sérieuse sur du long et du moyen terme. C'est l'entière responsabilité du syndicalisme agricole qui pilote l'agriculture depuis l'après-guerre. Donc parler de conforter les exploitations, ça je veux pas l'entendre. Soit on a été capable et on a redonné de la valeur ajoutée dans les exploitations et on doit vivre dignement avec les exploitations qu'on a. C'est pas parce qu'on aura 400 hectares qu'on va vivre mieux. Si on peut pas vivre avec 100, on vivra pas avec 400. D'accord ? Moi, j'ai démarré avec 40 hectares, j'ai terminé à 50 hectares par UTH. Et aujourd'hui,
comme M. Retailleau me doit une belle ardoise qui m'a jamais payé, que j'attends toujours, je dis bien M. Retailleau, M. Bruno Retailleau, je suis repassé par force à 75 hectares par unité de travailleurs. Mais j'ai démarré en 88 avec 40 hectares, 229 parcelles, tellement c'était bien groupé, d'accord? Donc moi je veux bien qu'on en discute de ça. Hein? Et j'ai terminé à 50 hectares par associé, d'accord? Pour aujourd'hui revenir à 75, en attendant que M. Retailleau me paye son dû. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, oui, il doit de l'argent. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Voilà. Et je peux vous faire voir les documents si vous voulez les voir. Donc revenons à nos moutons. Voilà cette affaire. Pourquoi cette bataille des terres? Pourquoi cette bataille des terres, cette querelle? Alors que la priorité, c'est l'installation des jeunes. Et l'agrandissement, la guerre des terres, pour quel résultat? 80% des paysans gagnent moins du SMIC brut. Hein? Personne ne va à l'essentiel. Est-ce que le but du jeu, c'est de s'agrandir ou de rester sur des ratios entre 30 et 60 hectares, hein, ou encore 80 hectares dans nos régions d'élevage, par associé, qui est des fourchettes déjà raisonnables, on peut travailler. Et il n'y a pas besoin d'aller en chercher davantage. Il faut aller chercher du côté de nos acheteurs de l'agroalimentaire, puisqu'il nous reste 6,50 € sur un caddie de 100 €. Qu'on fasse 500 hectares ou qu'on en fasse 80, il nous reste 6,50 €. C'est là le cœur du sujet. C'est pas la guerre des terres. La guerre des terres, c'est travailler plus pour être exploité plus, pour pas gagner plus. Et empêcher des jeunes de s'installer. Et quand vous mettez dans les commentaires, il y a des fermes partout à prendre parce que beaucoup de gens vont arrêter, vont partir à la retraite. Faux, justement. Quand c'est des gens qui n'ont pas d'emprise agricole, qui ne sont pas d'origine agricole, les néo-ruraux sont très malvenus dans le monde agricole. Et on fait tout pour leur barrer la route. Le monde agricole, là-dessus, je vais pas me cacher, le monde agricole a une mentalité de merde. Je dis bien une mentalité de merde. D'accord? Hein? Il y en a, ils préfèrent garder leur ferme en friche plutôt que de laisser des jeunes venus de l'extérieur. C'est pas par hasard si on a 1 700 000 hectares en friche. Vous m'avez envoyé des questions. Tiens, ça nous intéresserait, ces terres en friche. Nous, on cherche du terrain, hein, pour mettre quelques moutons, des chevaux et autres. Mais non, vous les aurez pas. Parce qu'un paysan, je parle toujours en moyenne, hein, un paysan va préférer les laisser en friche plutôt que de les louer à un néo-rural, à quelqu'un qui connaît pas. Il va les louer à l'agrandissement à un gars qui a déjà plusieurs centaines d'hectares, mais il va pas les louer, il va pas donner sa chance à des jeunes nouveaux venus de l'extérieur qui veulent tenter leur chance. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce comportement? C'est tout simplement un manque d'ouverture vers le reste de la société. Et je rebondis, suite à ces jeunes, que le cœur du sujet, c'est de demander des comptes sur la répartition de la valeur ajoutée dans nos filières. Et j'en profite en même temps, en bout de vidéo, pour répondre aux gens qui me disent, qui comprennent pas mes propos par rapport à c'est qui le patron. Je dis tout simplement que les gens qui ont monté des business avec des marques, il faut qu'ils disent la vérité. C'est une petite partie du litrage chez certains producteurs qui sont payés 10 centimes de plus. Le lait est payé à ce prix-là sur l'intégralité du litrage en Allemagne, en Italie. 53, 54 chez ceux qui payent les moins. Il y en a, ils sont à 58, 60 en conventionnel. L'intégralité du litrage. Hein? Et les fruitières, chez nous, sont bien au-dessus. Donc, qui fasse un business sur le dos des gens, ça c'est son problème. Que des gens m'aient envoyé des mails avec leurs factures, vous pouvez m'envoyer vos factures. Moi j'ai la facture des producteurs qui sont depuis des années dans cette laiterie, ils ont 0. On sait qui le patron. Et il y en a qui ont quelques pourcents et ça varie suivant les mois. Vous le savez. C'est pas un mensonge de dire ça. C'est pas une honte. C'est pas dénigrer une marque. C'est dire la vérité. Il faut dire la vérité. Sur les litrages produits à LSDH, quel est le pourcentage sur le volume total qui est payé en c'est qui le patron? C'est tout petit, c'est peanuts, c'est tout. C'est un argument de vente. Faut le dire, il n'y a pas besoin d'avoir honte. Tout comme je l'ai déjà dit pour Super U et Leclerc.
Les gens qui sont en photo, que c'est la viande du producteur du coin local, il vend une vache ou 2 vaches dans l'année, chez Leclerc ou chez U, puis il est en photo. Et puis sur cette vache-là, oui, il a eu souvent autour d'1 € de plus du kilo. Bon, c'est bien qu'il ait eu 1 € de plus du kilo sur une vache ou 3 vaches ou 4 vaches dans l'année. Mais le revenu est pas là. L'enjeu est pas là. Pas du tout là. Ça, c'est faire diversion. C'est sur l'intégralité de notre production qu'on doit être payé. À travers des organisations de producteurs indépendantes, comme l'a dénoncé l'Association des producteurs de lait indépendants en 2009, les producteurs doivent reprendre la main, la facture et la gestion des volumes. Et ensuite, on a tout ce qu'il faut pour travailler sur les projets alimentaires territoriaux avec les consommateurs. On n'a pas besoin de porte-parole pour vendre notre lait. On est assez grand. On sait faire une facture. On n'a pas besoin de recréer encore des intermédiaires entre nous et le consommateur. On est assez grand. D'accord? Donc, communiquez tant que vous voulez. Organisez un débat sur un plateau télé. Parce que moi, il y a plein de producteurs qui transforment. Et c'est qui le patron va tuer tous les petits producteurs qui transforment. Et des gens qui ont acheté des outils de transformation et qui transforment. Et qui sont des gens honnêtes et qui consomment en local. Mais eux, on leur donne pas des plateaux télé. Donc eux, ils veulent un plateau télé. Avec vous, messieurs, c'est qui le patron? Pour que vous expliquiez votre travail. Oui, c'est vrai que des gens sont payés plus cher. C'est qui le patron? 10 centimes. Oui, c'est vrai. 10 centimes du litre, ça fait du bien sur des litrages importants. Quand quelqu'un a 50 ou 60% ou 70% de son litrage avec 10 centimes de plus, bien sûr que ça fait du bien. Mais précisez que c'est une infime partie des producteurs, que ça ne concerne pas tous les producteurs. Expliquez pourquoi le tri des producteurs, il est fait comme ça. Parce que moi, il y en a qui me demandent des comptes. Pourquoi lui? Pourquoi Pierre? Pourquoi pas Jacques? Pourquoi entre 2 voisins, il y en a un qui l'a et pas l'autre? Ça, c'est un choix de l'entreprise. Mais il faut qu'il s'en explique. D'accord? Et ce n'est pas sur l'intégralité du litrage. Et je termine un point le plus important, peut-être, de tout. Ce n'est pas rémunérer les gens au coût de production. Le coût de production, c'est pas celui-là. C'est pas 54. Et c'est pas 59 non plus. Et ça, faites un débat, je m'en expliquerai avec les comptabilités et tous les chiffres détaillés sur le plateau. Mais on veut un plateau télé avec les autres producteurs. Parce qu'il y a d'autres marques. Il n'y a pas que c'est qui le patron. Et il y a d'autres marques qui demandent à avoir un débat. Et on a le droit d'avoir un débat démocratique. Et on s'explique. On dit le pourquoi du comment. Et je vois pas où est le problème à dire que oui, vous êtes mieux payé, mais ce n'est pas sur l'intégralité du litrage. D'accord? Donc on est très 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 loin du modèle qu'on a proposé en 2009, qui fonctionne, qui est au Canada, qui est la gestion de l'offre, où c'est les producteurs qui ont la main, et c'est sur l'intégralité du litrage. D'accord? Tout comme les fruitières. J'ai appelé un copain en Haute-Savoie avant de faire ma vidéo, il est payé 808 €. D'accord? Sur l'année, en prix payé. Donc, à 38,32, 750. Là, d'accord. Sachant que le prix, je l'ai, sur les grands industriels en France, ça tourne entre 430 et 440 à 38,32. D'accord? Certains sont au-dessus, un peu, mais faisons la moyenne sur 30-40 ans, pour voir ceux qui sont au-dessus, comment il était il y a 30 ans dans leur région. Donc, on peut discuter, mais il ne faut pas raconter de conneries. Il faut dire la vérité aux gens. Non, l'intégralité des producteurs ne sont pas payés en c'est qui le patron. Et le pourcentage est à géométrie variable suivant les producteurs. C'est un choix de l'entreprise, je le respecte, mais il faut simplement dire la vérité. Donc, conclusion, agriculteurs, installation des jeunes, bien sûr, ça a toujours été prioritaire. Faites bien attention, les paysans. Les enjeux de demain, c'est d'avoir des marges. C'est pas de courir après des hectares, c'est de garder des voisins. Parce que quand vous courez après des hectares pour expulser les voisins, ça va pas résoudre le problème des 6,50 € qui nous restent sur un caddie de 100 €. Même le jour où on aura 1000 hectares.
À bientôt.